Il y a pas mal de noms connus quand même dans le chat, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et surtout pour les premiers, enfin pour les personnes que je rencontre pour la première fois, vraiment enchantée. Je suis fondatrice de Valais Setting Belgium. En fait, j'aide vraiment les personnes à investir dans de l'immobilier qui rapporte de l'argent chaque mois. C'est vraiment le créneau, la base. Et mon but vraiment, c'est de vous aider à vous construire en fait le parc immobilier qui vous correspond, que vous ayez envie de faire une ou deux opérations ou au contraire que vous ayez plutôt envie de vous construire un super parc immobilier. Franchement, je vous accompagne à chaque étape en vous permettant d'avoir la possibilité en fait d'atteindre vos objectifs, puisque l'immobilier peut vraiment être un super vecteur au service de votre vie. Ça se fait au travers de coaching individuel, ça se fait également au travers de formations en ligne, de séminaires, d'événements, de vidéos via YouTube. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde, à toutes les sauces. Alors moi, j'ai effectivement, comme Danine disait, donc vous parlez de la partie plutôt donc investissement en nom propre, tout simplement parce qu'actuellement, c'est celle que je maîtrise le plus, étant donné que j'ai commencé avec un schéma classique, c'est-à-dire que j'étais salariée et donc j'avais un CDI qui me permettait d'obtenir facilement en fait des crédits immobiliers. Et si je dois être 100% honnête avec vous, à la base, rien ne me destinait en fait à être réellement entrepreneur. Je savais que j'avais cette petite flamme en moi, mais je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas comment, etc. J'avais envie à un moment à l'époque de lancer une boîte d'organisation de mariage, donc vraiment à 100 lieues de ce que je fais ici au niveau de l'immobilier. Et donc, en fait, l'immobilier était pour moi un moyen de me dire, OK, je vais avoir plus de liberté, ne plus dépendre d'un patron, etc. Et donc, j'étais loin, en fait, de me douter ce qui allait m'attendre par après. Donc, tout naturellement, c'est pour ça, en fait, que mes choix se sont portés vers l'investissement en nom propre, puisque c'était facilement actionnable. Et vous aussi, si vous démarrez, vous avez déjà démarré, on a vu dans le sondage qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient justement donc en CDI ou du moins sous un statut de salarié. Et c'est vrai que c'est extrêmement facile à ce moment-là d'avoir des crédits pour commencer. Donc, on va démarrer ici avec la partie avantages pour voir concrètement en fait pourquoi c'est avantageux pour vous d'investir en tant que personne physique et on passera aux inconvénients par après. Le premier point qui est vraiment la base, c'est que votre cash flow est net, c'est-à-dire que on a une fiscalité au niveau des personnes physiques qui est vraiment très, très légère puisqu'on est simplement sur votre revenu cadastral indexé x40 et on obtient alors votre taxation. C'est-à-dire que peu importe que vous louiez et que vous touchiez énormément de loyers en fait chaque mois et chaque année, si vous avez un précompte immobilier, donc ce qu'on appelle en France, il y a des Français parmi nous, une taxe foncière qui est assez petit, et forcément votre taxation sera relativement réduite. Et donc l'avantage en fait, c'est que vous savez disposer de votre cash flow comme vous le voulez. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 3 opérations qui vous ramènent 300 € de cash flow net, donc quand je parle de cash flow net, c'est vraiment net, toute déduction faite, qu'on s'entende bien là-dessus, eh bien, vous aurez 900 € de cash flow net que vous allez pouvoir utiliser comme vous le souhaitez. Donc, c'est majoritairement le point fondamental en fait et qui permet au début, surtout quand on est salarié ou autre, de se dire voilà, je peux commencer progressivement à diminuer mon temps de travail, je peux commencer à générer plus d'argent, à avoir des fins de mois plus faciles, à avoir de l'argent pour continuer à réinvestir, etc. Et donc, eh bien, c'est assez vertueux à ce niveau-là. La fiscalité est assez légère, nous l'avons vu. Un autre point qui est intéressant, c'est que si vous démarrez dans l'immobilier, que vous n'êtes pas encore propriétaire d'un bien, en tout ou en partie, vous pouvez bénéficier des abattements. Donc les abattements, c'est quoi? Ce sont des mécanismes en fait qui sont proposés par l'État qui vous permettent de payer en fait des droits d'enregistrement très réduits, puisque quand vous investissez dans l'immobilier, que vous achetez un bien, vous avez à la fois ce qu'on appelle les droits d'enregistrement et on a également en plus les frais d'acte de crédit, ce qu'on peut appeler par abus de langage les frais de notaire. Et donc, les abattements vous permettent sous certaines conditions, on ne va pas rentrer dans ces détails ici aujourd'hui, mais si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai avec grand plaisir dans la partie questions-réponses. Vous pouvez, en tant que personne physique, si vous n'êtes pas propriétaire et sous certaines conditions, bénéficier des abattements. Pour Bruxelles, ça peut représenter quand même une économie de plus de 21 000 €, donc c'est non négligeable. En Wallonie, vous avez différents types d'abattements. L'abattement des maisons modestes, des habitations modestes, comme on appelle, à 6% au lieu de 12,5%, ce qui fait que le montant que vous payez
par exemple, disons 10 000 euros, eh bien, est divisé par 2, plus ou moins. Donc, ça vous fait quand même un gain assez important. Et donc, c'est vrai que quand vous démarrez, si justement, dans votre cas, c'est peut-être, disons, la trésorerie qui pourrait vous bloquer, eh bien, en fait, grâce à l'abattement, ça va vous permettre de devenir beaucoup plus facilement propriétaire. Et donc, c'est vraiment un mécanisme que propose l'administration fiscale pour encourager, en fait, l'accès à la propriété. Nous avons ensuite un avantage qui est assez intéressant, c'est le crédit à 125%. Donc, au niveau du crédit à 125%, il y avait jusqu'à pas très très longtemps pour les personnes qui achètent en nom propre un crédit donc à 125% pour les primo-accédants. Il y a encore des personnes qui ont pu l'avoir. D'ailleurs, Ellie qui est avec nous ce soir a pu en bénéficier vraiment de justesse avant que ça soit clôturé. On a aussi la possibilité de se faire financer donc à 125%, donc qui signifie en fait que vous mettez rien en fait dans votre acquisition. Donc on vous paye tout, les travaux, les prix d'achat, les frais d'enregistrement, les frais d'acte de crédit, bref, la totale. Vous pouvez donc l'avoir également quand vous avez un bâtiment qui est quitte en tout ou en partie d'hypothèque. Vous pouvez également mettre en garantie en fait toutes des choses de valeur si vous avez des assurances groupes, des assurances pension, enfin, des épargnes pension, etc. Il y a tous des mécanismes qui existent et en fait vous avez majoritairement la possibilité de faire ce type de montage en nom propre. En société, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que ce n'est pas monnaie courante et donc ça va être beaucoup plus difficile de faire passer ce genre de mécanisme. Alors que si par exemple, admettons que vos parents possèdent une maison où il n'y a plus du tout de crédit dessus, eh bien vous pouvez, vous en tant qu'investisseur, mettre cette maison avec leur accord bien évidemment au préalable en garantie pour avoir un crédit à 125%, ne pas mettre d'argent de votre poche, garder votre cash pour la suite, etc. Et donc avoir un mécanisme qui est favorable aussi à ce niveau-là. C'est facilement actionnable quand on démarre, comme je le disais, avec un CDI. Si vous avez un petit peu d'épargne, que vous n'êtes pas propriétaire, que vous bénéficiez d'un abattement ou autre, eh bien, vous savez facilement vous faire prêter. Et c'est vrai que ce statut vous permettra aussi, puisque c'est quelque chose de plutôt classique qui sécurise les banques, etc., d'avoir des facilités au niveau de votre obtention de crédit. Ça convient également pour les investisseurs novices, puisqu'en fait, quand on démarre, il y a déjà pas mal de choses à maîtriser, vous le savez, entre trouver une bonne affaire, négocier, faire des travaux, les mettre en location, etc., etc. Eh bien, au moins, vous ne devez pas commencer à gérer toute la structure d'une société. Et ça, Dany en parlera plus longuement juste après, en vous détaillant les avantages et les inconvénients. Mais c'est vrai que du coup, quand on démarre, il y a déjà beaucoup de choses en fait à faire, beaucoup de choses à se préoccuper. Et donc, pour vous, ça vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas commencer à vous démultiplier. Donc ça, c'est au niveau des avantages. Au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns, bien évidemment. Le principal, c'est le taux d'endettement qui est lié en fait avec le problème d'encours. C'est-à-dire qu'au plus vous contractez des crédits en nom propre, au plus vous avez des risques en fait sur votre tête par rapport aux banques. C'est-à-dire qu'en fait, les banques, tout ce qu'elles veulent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur des conditions d'accès qui sont assez restrictives, avec des 80% de financement, etc. Les banques, elles veulent juste en fait éviter le surendettement. Et donc, en nom propre, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un taux d'endettement. Chez nos voisins français, il y a donc ce fameux taux d'endettement de 33% que vous connaissez certainement. En Belgique, il existe aussi, mais on est plutôt sur le reste à vivre, sans vouloir dévier du sujet. Mais donc, c'est important de comprendre que vous n'allez pas pouvoir, en nom propre, investir, et sans être jamais stoppé en fait. Ça, malheureusement, ça n'arrivera pas. Il y a un moment où même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez une belle situation, etc., vous allez vous heurter à un problème d'encours. Votre taux d'endettement va exploser et les banques ne vont plus vous prêter. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir un parc immobilier conséquent, eh bien, malheureusement, à ce sujet-ci, l'investissement non propre ne sera pas l'idéal pour vous, mais on en reparlera. On a également les frais qui sont non déductibles, les frais de notaire, donc vulgairement parlant, quand on fait référence aux frais d'enregistrement, aux frais d'acte de crédit, etc., des matériaux et tout ce qui s'ensuit, eh bien, tous ces frais-là ne sont pas déductibles, donc ça veut dire que vous les sortez vous de votre poche. Et si vous avez des frais à faire dans votre bien, parce que même si vous rénovez tout, de toute manière, par après, il y aura la vétusté, il y aura des travaux à faire, etc., ben, vous allez devoir les sortir de votre poche, de votre matelas de sécurité, et donc il n'y aura pas de déductibilité à ce moment-là.
difficile de scaler. Donc, le scaling, si vous n'êtes pas familier avec cette notion, c'est vraiment cette idée de passer en fait des paliers. Et donc, si vous vous dites, OK, moi j'ai envie d'avoir par exemple 3 à 4 biens immobiliers, d'avoir 1 500 € de cash flow net et je suis très bien avec ça. Super, l'investissement non propre, c'est top. Par contre, si vous vous dites, moi j'ai envie d'avoir 200 biens immobiliers, là, forcément, en nom propre, ça n'ira pas, vous serez bloqué et donc il faudra adopter une stratégie différente. Et on a enfin, après, un inconvénient qui est le risque de requalification. Le risque de requalification, on a entendu beaucoup parler de ça il y a quelques mois et en fait, on est arrivé dans une vague où du coup, beaucoup de personnes qui soit n'avaient pas encore investi ou soit avaient investi en nom propre ont commencé à paniquer. Parce que qui dit requalification des revenus dit que ce fameux cash flow net dont je vous parlais au début, en fait, il ne devient plus net. Justement, il est taxé soit au revenu de travail, soit au titre de revenus divers. Ce qui fait que si vous êtes divisé par 50% ou par 30%, forcément, ça fait toute la différence aussi à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est hyper important aussi par rapport à cette requalification des revenus de faire un point là-dessus ensemble aujourd'hui parce que effectivement, actuellement, les revenus en tant que personne physique ne sont pas taxés. Je suis intimement persuadée que ce n'est qu'une question de temps. Alors, je ne parle pas de mois, je ne dis pas que ça sera dans 3 mois, mais dans quelques années, il y aura effectivement quelque chose qui sera mis en place parce que quand on regarde ce qui se fait au niveau d'autres pays et au niveau de notre pays de manière générale, on est quand même assez fortement taxé sur à peu près tout, en fait, pour être honnête. On sait qu'il y aura des mesures qui seront prises. Ça ne veut pas dire que ça sera que négatif et qu'on sera que taxé et que ça sera que négatif pour nous dans ce sens-là. Je pense qu'il y aura du coup des mesures qui vont être introduites, peut-être comme chez nos voisins français où on aura une déduction des amortissements des travaux, etc. Il faudra voir. Je ne suis malheureusement pas devin, donc je ne sais pas vous garantir cela à ce niveau-là, mais je pense qu'effectivement, il y a un moment où ça changera. On en a beaucoup parlé, c'est pas quelque chose de récent puisque effectivement, donc déjà il y a plusieurs dizaines d'années, on voyait des articles qui parlaient de ça. Attention, propriétaires, investisseurs, vos revenus immobiliers vont être taxés. Il y a toujours rien nu. Voilà. Maintenant, qu'il y ait déjà eu des articles qui sont apparus sur ce sujet-là à ce moment-là, c'est une chose. Je pense quand même sincèrement que ça ne durera pas. Maintenant, concrètement, à l'heure actuelle où nous faisons donc cette webconférence, comment est-ce qu'on peut savoir si on risque d'être requalifié ou pas? Alors, si vous posez la question à un comptable, à un fiscaliste, en fait, même eux ne savent pas réellement vous éclairer puisque c'est somme toute assez flou. C'est-à-dire que c'est des prescriptions, ce n'est pas des mesures qui sont forcées. Il y a des gens qui se sont fait requalifier, d'autres pas, etc. Donc, c'est assez flou. Toutefois, je vous ai indiqué donc ici à l'écran quelques critères qui vous indiquent justement si vous avez plus de chances d'être dans la case requalification qu'autre chose. Tout d'abord, il y a la régularité des opérations. C'est-à-dire que si vous avez 3 biens immobiliers et que vous les avez achetés en 10 ans, ce n'est pas un facteur aggravant. Par contre, si vous achetez des dizaines et des dizaines de biens par an et qu'en fait, vous avez commencé à constituer un patrimoine sur une durée relativement courte, là, c'est un facteur plutôt négatif dans la requalification. Pareil sur la typologie de votre stratégie. Est-ce que vous faites du locatif ou est-ce que vous faites de l'achat-revente? Actuellement, ce qui intéresse surtout le fisc, c'est tout ce qui est spéculatif par rapport aux achats-reventes, puisque c'est là que l'on encaisse du gros cash, puisqu'on peut vraiment faire d'excellentes opérations à ce niveau-là. Et donc, si vous faites de l'achat-revente, à nouveau, vous êtes plutôt dans le rouge que dans le vert par rapport à cette requalification. Ensuite, il y a le fait de savoir est-ce que le patrimoine que vous avez acheté a été acheté cash ou à crédit. C'est-à-dire que au plus vous avez mis de cash dans vos acquisitions, au moins vous risquez du coup une requalification des revenus puisque vous n'avez pas utilisé des effets de levier à outrance. Par contre, si vous avez des biens immobiliers et qu'en fait vous n'avez jamais mis 1 € de votre poche puisqu'ils ont tous été financés à 125%, là c'est un facteur aggravant. Ensuite, on a votre expertise au niveau de l'immobilier. Alors, pas votre expertise, vos connaissances qu'on va évaluer via les questionnaires, bien entendu, mais juste les connaissances de savoir est-ce que vous êtes agent immobilier, expert immobilier, est-ce que vous êtes entrepreneur ou autre, est-ce que vous avez une profession en fait qui fait que du coup, vous en savez plus que les autres et donc si vous êtes dans ce secteur, vous êtes déjà un petit peu plus dans le collimateur.
Ensuite, on a la question de la source de revenus principale. Est-ce que vous vivez de vos rentes? Est-ce que vous avez une activité professionnelle ou autre? Parce qu'en fait, ce que le fisc déteste par-dessus tout, et ce qu'ils essayent de traquer au maximum, ce sont les personnes qui bénéficient de revenus de remplacement, donc chômage, mutuelle, CPS, etc., mais qui, sur le côté, génèrent beaucoup d'argent avec de l'Airbnb, avec de la colocation, avec des immeubles, etc. Donc, ce genre de facteur est extrêmement aggravant dans leurs critères. Maintenant, si de votre côté, ce n'est pas le cas et que vous arrivez à prouver que parce que vous êtes salarié ou parce que vous êtes gérant d'entreprise, voire de plusieurs entreprises, en fait, votre temps, vous le passez dans vos différentes activités professionnelles, à contrario de quelqu'un qui en fait travaille peut-être 5-6 heures sur la semaine et qui en fait est totalement rentier et ne fait absolument rien d'autre, et bien là, ce sont des facteurs à pondérer. Maintenant, tout ce que je viens de vous citer, c'est des choses qui sont retransmises par des comptables, par des fiscalistes, mais comme je le disais, eux-mêmes ne savent pas réellement ce qu'il en est. Donc, c'est toujours à garder en tête. Je pense qu'il y a une part de facteur chance aussi là-dedans. On a vu des personnes qui se sont fait requalifier avec très peu de biens immobiliers. On en a vu d'autres qui, comme je le disais, avaient beaucoup de biens, avaient fait beaucoup de crédits à 125, avaient des revenus de remplacement, etc. Et là, ils se sont fait avoir. C'est toujours délicat. Donc, ce sont vraiment des informations que je vous donne à prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a encore rien d'étiqueté, rien de très clair. C'est un peu un choix à la belge, comme on peut le voir dans certaines manières de réagir parfois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans votre cas, il ne faut pas non plus rester concentré et focus que sur cette potentielle requalification. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a la requalification, qu'on en parle, etc., qu'on sème un petit peu la terreur, entre guillemets, par rapport à ça, qu'il faut rester dans l'inaction et se dire, OK, puisqu'il y a requalification potentielle, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, quoi, comment, où, alors je ne fais plus rien. C'est extrêmement important. Comme je le disais, et ça va être une de mes conclusions juste après, c'est de se dire que vous pouvez très bien avoir 1, 2, 3 biens en personne physique et puis après passer en société et là, ça équilibre les choses aussi. Important de savoir, dernier point par rapport à cette requalification, c'est que si vous êtes requalifié, en gros, vous pouvez toujours contre-argumenter cette requalification. C'est-à-dire que si on vous requalifie à moins 50% par exemple, vous pouvez introduire un recours, etc. pour être requalifié à ce qu'on appelle les revenus divers. Les revenus divers, c'est plus ou moins en taux de 33%. Alors, ça reste quand même conséquent, bien évidemment, mais on aura quand même gagné plus ou moins 20%, donc c'est toujours ça de prix. Et vous pouvez, encore une fois après, réintroduire un recours, etc. Donc, ce n'est pas juste une fatalité, c'est pas vous êtes requalifié et hop, on n'en parle plus. Il y a la possibilité pour vous de vous défendre également. Ce qui m'amène du coup à la dernière chose que j'ai envie de vous partager au niveau du coup de la conclusion sur le fait de savoir en gros par rapport à cet investissement en nom propre, qu'est-ce qui est important ou pas. C'est que comme je l'ai dit, ça convient pour un petit parc immobilier, quelques lots. Si vous, vraiment, vous avez envie d'avoir le strict minimum ou quelques biens immobiliers, mais pas un empire, entre guillemets, immobilier ou du moins un certain nombre de lots, alors cet investissement en nom propre vous conviendra parfaitement. Je l'ai mentionné en début de présentation, c'est vraiment un schéma qui est courant quand on démarre et qui convient bien aussi. Après, ça n'exclut pas qu'on peut investir à la fois en nom propre et également en société. Ça peut être l'un plus l'autre, ça peut être d'abord l'un et puis l'autre. Si je prends mon cas personnellement, j'ai commencé en nom propre, après j'ai créé une société, j'ai continué à faire un dernier investissement en nom propre et puis là j'ai commencé à faire l'investissement aux sociétés en acquérissant un premier bien et puis d'autres qui vont arriver. Et donc en fait ça montre qu'on a très bien pu passer d'un schéma d'abord de nom propre et puis nom propre plus société et puis après uniquement société. Encore une fois, c'est du cas par cas, c'est assez malléable avec votre situation, avec ce que vous avez envie de faire, la transition également que vous pouvez opérer. Par contre, ce qui est quand même important aussi de garder à l'esprit, c'est que on propose, du moins, on suggère en fait aux personnes qui ont déjà plus de 22 000 euros de loyer brut chaque année, donc ce qui arrive quand même relativement vite quand vous avez plusieurs biens immobiliers, de passer en société puisque à ce moment-là, en fait, à partir du moment où vous dépassez ce niveau de revenu, là, vous êtes un petit peu dans le collimateur au niveau chiffre par rapport au fisc pour une éventuelle requalification.
On l'a vu, c'est pas parce que vous générez plus de 22 000 euros par exemple que vous serez d'office requalifié, mais en tout cas, ça sera un facteur aggravant entre guillemets par rapport à leur terme. À nouveau, si vous désirez scaler et avoir un super parc immobilier, la société sera le meilleur plan pour vous. Mais encore une fois, très important de comprendre que dans tout ce qu'on va vous dire, c'est vraiment important de toujours ramener ça à votre situation, à votre objectif. Quand il y a eu l'annonce de la requalification, je pense que c'était vers octobre-novembre de l'année 2019, il y a plein de gens qui ont commencé à parler de la société, à fantasmer dessus, etc. Et en fait, il faut bien se rendre compte que c'est pas fait pour tout le monde une société. C'est quand même une entité à part. Il y a des choses à gérer. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Donc c'est pas tout de vous dire ah bah tiens moi je vais faire une société comme ça et parce que tout le monde en parle, c'est la mode, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ça ait vraiment un but, un sens. Donc sinon, eh bien ça posera problème. Et pour répondre aux questions donc, qui sont dans le chat, c'est bien 22 000 euros de loyer brut par an. On ne parle pas de cash flow, on parle de loyer brut. Donc, c'est pour ça que je mentionnais que vous pouvez très rapidement, si vous avez quelques biens immobiliers, hop, eh bien, dépasser ce plafond. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu notamment beaucoup de personnes qui ont stressé puisqu'elles généraient beaucoup plus et elles étaient toujours en tant que personnes physiques. À ce moment-là, il y a possibilité de faire des démembrements, etc., etc. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça aujourd'hui, mais en tout cas, sachez qu'il y a des choses qui sont possibles par rapport à ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.